Bien, bonsoir, bonsoir Blandine. Bonsoir Maurice. Bonsoir. Donc là, pour une fois, le Zoom prend tout son sens. Nous sommes très heureux de vous recevoir dans ce jeudi des Braïkas, ou de te recevoir dans ce jeudi des Braïkas, parce que tu n'es ni à Toulouse ni en France, mais en direct du Luxembourg. Absolument, oui. Bon, donc c'est vrai que c'est un thème qu'on a évoqué il y a déjà quelques mois, qui est très mystérieux, les Juifs du Luxembourg. Les Juifs de Belgique, on voit à peu près, parce que, en particulier à Toulouse, des trains entiers de Belges sont venus se réfugier, malgré eux d'ailleurs, dans Toulouse. Et ensuite, ils ont été éparpillés dans la région. Les Hollandais, on a beaucoup d'épisodes. On sait que l'autre ville, par exemple, l'équivalent de Chambon-sur-Lignon, le seul qui existe en Europe, se trouve aux Pays-Bas. Donc on a comme cela des repères, des petits repères, sauf si on s'y intéresse de beaucoup plus près. Mais sur le Luxembourg, rien. Donc c'est pour ça que c'était... Et en plus, nous avons la chance ce soir de pouvoir dialoguer avec toi parce que tu es l'une des rares spécialistes de ce sujet, l'histoire des Juifs au Luxembourg durant la période nazie. Alors, on va commencer par des questions de base, très, très basiques, c'est-à-dire, euh, bon, le Luxembourg, on voit à peu près, mais la période, est-ce qu'il y a eu... est-ce qu'ils sont arrivés vers 40, les Allemands sont arrivés en 41, ou dès 40, comme en France, comme la Belgique, ils ont envahi le Luxembourg? Alors, d'abord, merci beaucoup de me permettre de parler un peu de ce sujet. Je voulais juste indiquer que sur la question des Juifs du Luxembourg, effectivement, l'une des raisons pour lesquelles ils sont pas connus, alors qu'ils sont très présents, notamment dans le sud de la France et y compris la région de Toulouse, c'est que du fait de la législation sur la naturalisation ou sur la capacité d'obtenir la nationalité luxembourgeoise, Euh, sur les plus de 5000 personnes qui composaient la minorité juive avant la guerre, plus des trois quarts, enfin près des trois quarts étaient étrangers, n'ont pas obtenu la nationalité. Et du coup, en fait, il y a beaucoup de juifs du Luxembourg qui étaient dans la région mais qui ne sont pas répertoriés entre guillemets comme luxembourgeois. Donc des Polonais, des Allemands, des Belges, des Français d'ailleurs aussi. Mais voilà, qui en fait venaient du Grand-Duché mais qui ne sont pas connus comme tels, si je puis dire. D'accord. C'est-à-dire qu'ils retrouvent une nationalité antérieure ou ils seront désignés comme apatrides. Non, ils gardent leur nationalité. En fait, ils n'ont jamais obtenu la nationalité Ah oui, luxembourgeoise du ouais, c'est tout. ça. Mais ils sont quand même des Juifs du Luxembourg. Ouais, Oui. d'accord. Justement, donc avant-guerre, le Luxembourg compte combien de Juifs à peu près? On sait que c'est toujours très difficile de le définir avec précision. Alors, les sources qu'on a, il y a une analyse qui a été menée de façon assez poussée, notamment par le centre de documentation de la résistance au Luxembourg et des associations, notamment Memo Shoah, mais qui sont principalement axées sur la question de qui était encore présent au 10 mai 40, donc le jour de l'invasion, ce qui répond aussi à ton autre question. Ouais. Qui était encore présent au Luxembourg à cette date-là. Et là, on est à plus de 5000 personnes. On est 5000, 5100. Mais c'est les personnes qui sont encore présentes à cette date-là. Sachant que du coup, il y en a qui sont partis avant, mais qui habitaient au Luxembourg depuis 5, 10, 20 ans. Donc voilà, on est certainement sur un chiffre supérieur, mais qui est assez, pour l'instant, difficile à reconstituer, puisqu'il n'y a pas eu beaucoup d'études sur cette question-là. Mhm. C'est un des sujets sur lesquels je travaille. Et le type de population, alors je ne peux pas m'empêcher à chaque fois de faire des comparaisons avec la France, avec le sujet que je connais mieux, bien. Euh, mais on sait qu'en France, on a à la fois des grandes familles, mais on a et majoritairement des, je dirais des prolétaires. Sont pas riches, quoi, les juifs de France. Hormis quelques familles qui tendent à cacher la masse laborieuse.
Le Luxembourg, c'est quoi? Quels sont leurs cadres de métier? Quels sont est-ce qu'on sait à peu près comment ils se distribuent? Alors c'est à la fois similaire et différent. C'est-à-dire qu'une chose qu'il faut aussi garder en tête, c'est que le Luxembourg, jusqu'en 1795 et la conquête française, où le territoire devient le département des forêts, les Juifs enfin, ne sont pas autorisés à séjourner au Luxembourg. Donc il n'y a pas de Juifs, enfin, il y a eu des Juifs au Moyen Âge, mais sinon, ensuite, il n'y a pas de Juifs au Luxembourg jusqu'à la toute fin du XVIIIe siècle et surtout au début du XIXe. À ce moment-là, ça va être notamment des familles venues de France qui vont s'installer, passant la frontière, hein, tout simplement. Au Luxembourg, les notions de frontières sont très fluctuantes, on va dire, hein. Les familles, elles se marient constamment entre elles, d'un côté entre le Luxembourg et la Belgique, le Luxembourg et la France, ou l'Allemagne. Enfin, donc il y a des liens constants. Et donc, on va avoir effectivement des familles qui arrivent fin 18e, début 19e siècle, notamment la famille des Gaucho, qui ont des débuts très modestes, mais qui rapidement vont devenir effectivement une famille de grands industriels qui vont avoir une fortune et un statut politique rare au sein de cette minorité. Il y a quand même quelques familles qui vont réussir à avoir un statut équivalent. Il y a aussi la question des personnes qui vont arriver en tant qu'immigrés, enfin que réfugiés du fait des persécutions nazies à partir de 33, qui sont là aussi. Alors il peut y avoir des personnes, on va dire plus modestes, mais aussi des personnes très aisées, dont certaines qui arrivent avec des collections d'œuvres d'art, ce qui est un sujet sur lequel j'ai plus particulièrement travaillé. Mais effectivement, dans la majorité, c'est des personnes qui souvent sont très modestes, surtout toute la vague de migration des années, on va dire de l'immédiate après Première Guerre mondiale, des personnes qui arrivent souvent d'Europe de l'Est, polonais, russes ou autres, et qui là vont souvent dans un premier temps travailler en usine et qui peu à peu vont réussir à s'intégrer dans le commerce avec des petits commerces. On va dire là aussi, hein, d'envergure assez réduite, et puis qui pour certains, au contraire, à force de travail, d'engagement, vont réussir à avoir un certain succès et même à avoir des positions très confortables financièrement jusqu'en 1940. D'accord. Donc, 10 mai 1940, c'est très tôt. Il s'agit de quoi? D'une annexion, d'une occupation? Le Luxembourg est considéré comme un État ennemi, comme la Pologne, ou un État occupé, comme la France. Comment se situe le Luxembourg par rapport au Troisième Reich? Alors, déjà avant la guerre, il y avait l'idée que, en fait, le Luxembourg est un territoire germanique qui a été avili par l'influence française et qu'il faut du coup lui rendre sa grandeur, regermaniser le Luxembourg. Donc ça, c'est vraiment une des idées préexistantes, disons, à l'invasion. Après, la chronologie de la Seconde Guerre mondiale au Luxembourg, elle est assez complexe. C'est-à-dire que au moment de l'invasion de mai 40, il y a tout d'abord une autorité militaire qui est mise en place avec une administration militaire qui gère aussi la Belgique et le nord de la France, mais qui s'occupe aussi du Luxembourg, c'est la même. Donc ça, c'est du 10 mai 40 jusqu'à la fin du mois de juillet. À la fin du mois de juillet et surtout à partir du début du mois d'août, on a une administration civile qui est mise en place. Cette administration civile, donc avec le Gauleiter Simon qui à la base est le Gauleiter du Gau Koblenz-Trier, donc juste de l'autre côté de la frontière. Lui, son but, ce n'est pas officiel, mais maintenant les recherches historiques prouvent bien que dès le début c'était vraiment l'optique. L'idée c'est d'annexer le Luxembourg à l'Allemagne dès le début. Donc voilà, très rapidement, les derniers éléments subsistants de l'administration luxembourgeoise disparaissent, puisque cette administration civile n'a pas du tout pour vocation de garder des autorités locales préexistantes. Et dans les faits, même s'il n'y a jamais d'annexation officielle, la mise en place notamment de la conscription obligatoire en juillet 42 montre que voilà, désormais les mêmes règles que celles du Reich s'appliquent au Luxembourg. Et donc on a une annexion de fait à ce moment-là. Et donc, les jeunes conscrits vont être les malgré nous luxembourgeois. Oui, tout Ils à vont fait. être Les obligés de enrôlés de s'engager force. dans la Wehrmacht. Oui. Et on sait, ils ont été envoyés vers le front de l'Est immédiatement, ou on connaît leur histoire?
Ah oui, oui, c'est bon, c'est une histoire qui est très douloureuse au Luxembourg et très présente, ne serait-ce que voilà, en termes de proportion. Hein, les Juifs, comme je vous disais, on est à en gros 5 000 personnes. Les enrôlés de force, c'est 2 fois plus. Et rien que pour les enrôlés de force eux-mêmes, plus les familles, plus tout ça. Donc voilà, c'est à l'échelle du pays, on est sur une population qui, avant la Seconde Guerre mondiale, ne comptait que 300 000 personnes. Donc vous imaginez bien que voilà, c'est en termes de poids dans le narratif national, Mhm. c'est beaucoup plus présent. Ouais. Et donc, on a ce parcours-là. En fait, ce qui s'est révélé, enfin, c'est une question, il s'est révélé que le Luxembourg était beaucoup moins enclin au nazisme que l'Autriche, par exemple, et donc finalement l'annexion se fait dans la douleur. Alors, ça va dépendre à qui vous posez la question. C'est-à-dire Ouais. que, oui, euh, dans le narratif national, il y a vraiment cette idée de le pays était en résistance passive de l'invasion jusque donc à la fin du mois de juillet 42. En juillet 42, la conscription forcée provoque une grève nationale qui montre bien que voilà, non, il y a une opposition fondamentale du pays, alors qui avait déjà été marquée précédemment avec des épisodes comme la tentative du Gauleiter Simon de faire un référendum dans lequel la population aurait eu à répondre sur quelle est votre langue, quelle est votre nationalité, quel est votre pays de rattachement, euh, avec l'idée pour lui que bien évidemment la population allait témoigner de son attachement à l'Allemagne en répondant allemand aux 3 questions. Et la résistance notamment a noyauté, on va dire, le projet. Et il y avait bien cette idée de répondre à Driemaal Letzebøyer, donc nous sommes 3 fois luxembourgeois, aussi bien pour la langue que pour le pays, que pour etc. Et donc le projet de référendum a été annulé juste avant Ah oui, qu'il ait d'accord. lieu. Et ah oui, non, non, c'est un épisode qui est très important dans Mhm. justement cette histoire de la résistance au Luxembourg, qui du coup, avec l'idée que la nation passe en résistance active à partir de juillet, enfin fin juillet 42. Et, il y a effectivement des mouvements de résistance armés qui se sont mis en place. Oui, oui, bien Et sûr. c'était armé par qui? Alors là, je vais vous avouer que c'est pas Parce mon qu'on sujet de sait que spécialité. c'est le point le plus épineux, c'est que être un groupe de résistants, ouais, c'est super, mais obtenir des armes, là était l'immense difficulté au sein de toute l'Europe, quoi. Mais bon, mais revenons aux Juifs. De toute façon, notre thème, c'est l'histoire des Juifs du Luxembourg. Euh, on- Dès l'arrivée, dès le 10 mai 1940, ou en tout cas juin 1940, on a des lois anti-juives qui sont mises en place. Alors, pas tout de suite. C'est-à-dire que les 3 lois qui enfin, sont mises en application, qui sont directement tirées de la législation du Reich, en fait, elles sont le 5 septembre 40. Donc, juste après l'arrivée du Gauleiter Simon, donc de cette mise en place de l'administration civile allemande que j'évoquais tout à l'heure. Dans la phase précédente, donc la phase d'occupation militaire, il y a des restrictions. Il y a, par exemple, toutes les voitures de la population sont saisies, elles sont rendues où il y a des compensations pour le reste de la population, mais pas pour les juifs. Il y a des attaques de certains groupes, par exemple de la VDB, qui est, on va dire, l'équivalent local du NSDAP, contre les juifs, contre les synagogues. Mais voilà, on n'est pas encore dans une législation anti-juive comme on va la connaître dans la phase suivante. Et c'est quoi la phase suivante alors? Celle, du coup, à partir de la mise en place de l'administration civile, des lois du 5 septembre 40, Ok. et où là, du coup, c'est à partir de cette date, clairement, la législation du Reich qui s'applique. Et donc, on retrouve les mêmes principes que dans les autres pays européens, l'exclusion de certaines professions et Absolument. une manière progressive de fragiliser cette population de manière à la laisser sans ressources. Absolument. L'idée, enfin, ce qu'on dit souvent au Luxembourg, c'est que la législation qui a mis en gros 3 ans entre 35 et 38 à être mise en place dans le Reich et on va dire 3 mois en Autriche, ils veulent la mettre en place en 3 jours au Luxembourg. C'est un peu souvent ce qu'on dit nous. D'accord. Il y a vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que pour Simon, son objectif, enfin, je parlais de la germanisation tout à l'heure,
Pour permettre la germanisation du territoire, il faut l'aryaniser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée de rendre le territoire judenfrei, donc d'évacuer les Juifs le plus vite possible, c'est une de ses obsessions, et du coup d'utiliser les produits de l'arianisation, donc la vente des biens juifs pour simplifier, mais pas seulement, pour financer la germanisation. D'accord. Et alors, est-ce que du fait de de ce processus d'arianisation, on a déjà des vagues, enfin on a des vagues de juifs qui quittent le Luxembourg, qui font des pas. Alors, ils peuvent partir où? Parce que finalement, si on regarde la Belgique, elle est occupée. Bon, l'Allemagne, n'en parlons pas, ils vont pas aller en Allemagne. Donc, il reste quoi? Il reste la France. Alors là, le cas est vraiment particulier, c'est-à-dire que avant la guerre, il y avait l'idée que Hitler avait promis qu'il maintiendrait enfin, qu'il respecterait la neutralité du Luxembourg. Et beaucoup de gens, y compris les plus hautes instances de l'État, c'est-à-dire la Grande-Duchesse, le gouvernement, la Chambre des députés, etc., étaient restés sur place parce qu'ils y croyaient vraiment. Et donc aussi une grande partie de la population. Ce qui fait que dans les toutes premières heures du matin, et quand je vous dis les premières heures du matin, c'est 5-6 heures du matin, on a quasiment un tiers de la population du pays qui fuit. D'accord. Donc, y compris des juifs, puisque c'est notamment toute la population du sud, donc qui est la zone la plus peuplée géographiquement parlant du territoire, qui fuit l'avancée des troupes allemandes. Donc en descendant, on va dire d'abord jusqu'à une ligne de Paris jusqu'à Dijon, quelque chose comme ça, et puis qui continue à descendre, 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 mais comme le reste de la France pendant l'Exode en fait. Mhm. Et donc les Juifs du Luxembourg, ils se retrouvent dans cette même vague. Et puis au cours du mois de mai-juin, ils se retrouvent pour beaucoup dans le sud de la France, enfin dans le centre ou dans le sud. Et la seule différence par rapport au reste de la population, c'est qu'à partir du 9 août, donc suite à l'armistice du 22 juin et à, on va dire, une sorte de paix qui est mise en place, du coup, l'administration luxembourgeoise organise le retour de la population au Luxembourg, sauf D'accord. les Juifs Ouais. qui du coup le 9 août, et c'est là en fait la première vraie, le premier vrai choix antisémite des autorités, c'est que à partir de ce moment-là, les Juifs sont distincts du reste de la population, les autres ont le droit de rentrer, mais pas les Juifs. C'était un peu la même chose en Alsace-Moselle, non? Ils avaient la possibilité d'en revenir, mais pas les Juifs. Oui, alors après l'évacuation de l'Alsace-Moselle est encore antérieure, mais Ouais, il y a un peu la même idée, oui. c'est la même idée, ouais. Et donc, finalement, on va retrouver davantage de Juifs à l'extérieur du Luxembourg? Oui, Ouais. Et proportionnellement. proportionnellement, ouais. Et donc, c'est la France qui va être le principal lieu d'accueil? Alors là, on n'a pas de chiffre exact, mais de ce qu'on sait, oui, c'est la France et la Belgique. Après, il va y avoir du coup, à partir d'août, je vous parlais de l'obsession du Gauleiter Simon pour rendre le Luxembourg judenfrei. Donc, il convoque le grand rabbin Sérebrennik, qui est donc le chef de la communauté juive, et lui dit très clairement que voilà, il faut qu'il fasse partir les Juifs le plus vite possible et en gros, il s'arrange comme il veut, mais en 3 semaines, il faut que tout soit réglé. Et donc le grand rabbin lui dit, mais c'est pas possible, on a des procédures. Enfin, oui, on peut essayer d'avoir des visas, on peut organiser des transports, mais on peut pas faire ça comme ça, lancer les gens n'importe comment. Et donc il y a des processus qui vont être lancés avec des convois d'expulsion. Donc que nous, on appelle les convois de déportation, mais c'est pas une déportation au sens des déportations vers l'Est. Donc, c'est des expulsions de population avec, alors au début, je ne sais pas si vous êtes familier enfin je dis vous parce que l'ensemble du groupe, avec tout ce qui s'est passé autour de l'expulsion des Juifs de Bade et du Palatinat. Ben, enfin, on en a beaucoup parlé parce que ils sont arrivés au camp de Gurs. C'est Oui, des trains entiers c'est ça. qui n'avaient pas le choix et qui ont été finalement internés au camp de Gurs. Et comme on en a déjà parlé, une partie s'est retrouvée ensuite au Bédou et éparpillée ailleurs. Donc c'est le même sort, c'est-à-dire des trains qui arrivent là où les autorités de Vichy le décident. Alors, plus ou moins, c'est-à-dire que, en fait, à la base,
le Gauleiter a exactement le même projet. C'est-à-dire que, enfin, on a les preuves en archive, hein, qu'il voulait faire un train équivalent, sauf que la réaction des autorités de Vichy, comme lui, il s'y prend un tout petit peu plus tard, l'empêche de mener ce projet à bien. Ouais, Et donc, il se retrouve un peu coincé avec ces juifs qu'il ne veut pas garder sur son territoire, mais il faut qu'il trouve des solutions. Donc, il y a des trains qui vont partir, enfin, d'abord des convois de bus, puis de trains qui partent du Luxembourg avec des convois en septembre, octobre, novembre, enfin voilà, en 1940. Et puis en parallèle, je ne sais pas comment définir ça, mais des largages, disons, de petits groupes qui partent en bus de Luxembourg et qu'on abandonne à leur sort entre enfin, la zone occupée et la zone libre, en les laissant comme ça, quasiment enfin, seuls à la gare d'accord. avec leurs valises. Ouais. Avec l'idée de, voilà, au moins ils sont plus chez nous, le problème ne se pose plus. Mais pour les Juifs du bas de Palatinat, c'était à peu près ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans le sud, et une fois dans le sud, le préfet n'a pas su quoi en faire, sinon les enfermer dans le camp de Gurs, enfin dans le Oui, sud. ben, Ouais. on en avait parlé, c'était la présentation que j'avais faite sur la question du camp de Bayonne-Mousserolles, où effectivement, bah là, c'est un peu, c'est ça en fait. On a un train avec 300 personnes qui n'a pas réussi à aller jusqu'au Portugal, qui revient vers la France, et avec effectivement les préfets qui voilà, renvoient la balle entre zone occupée, zone libre, on veut les envoyer à Gurs, mais le camp est plein. Du coup, où est-ce qu'on va les mettre? Et puis, bah, ils se retrouvent à être internés pendant plusieurs mois, comme ça, à côté de Bayonne. Alors reprenons cet exemple, parce qu'il a. Est-ce que l'exemple de cette population juive est extraordinaire ou elle est emblématique d'autres exemples? Puisqu'ensuite ils vont prendre le bateau. Enfin, il y a une partie qui prend le bateau. Alors, une partie, alors c'est... Si on je retrace le saurais- parcours, est-ce que tu peux nous aider à retracer un peu le parcours de ces 300 personnes? Alors, donc on a un peu moins de 300 personnes qui quittent le Luxembourg, qui sont mis dans des bus le 7 novembre 1940. Alors, c'est des personnes qui, pour certaines, ont des visas, ont la promesse de pouvoir partir, notamment à Cuba, aux États-Unis ou autres. Mais pour un certain nombre d'entre eux, ils ont acheté à prix d'or des visas pro forma, des visas cubains, qui en fait ne sont pas des vrais visas. Alors c'est des visas émis par le consulat cubain à Anvers, mais ça ne suffit pas en fait en termes de documentation pour pouvoir traverser l'océan. Et donc, c'est des personnes qui enfin, donc, ont un premier itinéraire traversant, donc partant du Luxembourg, la France en diagonale jusque à Hendaye, passe la frontière espagnole et ensuite se retrouve à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Et là, du coup, il y a un incident, on ne sait pas exactement lequel, mais bref, lié à cette question des visas, où les autorités portugaises disent non, mais attendez, vous n'avez pas du tout la bonne documentation, ça ne va pas, vous allez en gros nous rester sur les bras à Lisbonne, hors de question, on ne vous laisse pas entrer. Et donc ça, c'est la version simplifiée de l'histoire, mais du coup, le train repart, retraverse l'Espagne, retourne en France, et puis après avoir passé les Pyrénées, bah là, du coup, c'est du ressort des autorités françaises. Alors, françaises d'occupation ou françaises de zone libre, mais et donc là, on a tout un échange, alors qui là aussi n'était pas connu du tout parce que on pensait que l'itinéraire était relativement simple, que le train s'était retrouvé directement à Bayonne. En fait, pas du tout. Il est vraiment ballotté d'un côté à l'autre de la ligne de démarcation, si vous voulez, avec du coup le préfet. Alors, je crois que c'est les Pyrénées-Atlantiques et les Landes d'un côté, et puis celui alors je saurais plus le nom du département autour d'Orthez, mais qui voilà, se renvoie la balle avec mais où est-ce qu'on va les mettre, ces 300 juifs, moi j'en veux pas, toi non plus, mais toi tu as de la place à Gurs, bah non, le camp est complet, si, tu vas les prendre quand même, enfin voilà, il y a tous Ouais. ces échanges-là. Et puis bah, la France en fait, c'est le terme qu'a utilisé un doctorant qui a travaillé sur le sujet aussi, en fait une question de respect de l'autorité territoriale, si vous voulez, Mm. voilà, je ne trouve Oui, plus le mais terme, mais Vichy euh, tenait absolument à être respecté, c'est voulait ça, faire croire qu'il est constamment respecté. Oui, c'est oui, ça. donc.
et qui du coup voilà, refuse absolument l'entrée de ce train, qui se retrouve donc bloqué sur la façade atlantique en zone occupée et finit par échouer dans un camp qui avait servi à notamment interner les réfugiés de la guerre d'Espagne, à côté de Bayonne, à Mousserolles. Et donc ils arrivent dans ce camp à la fin du mois de novembre 1940 et ils vont y rester en gros jusqu'au mois de mars. Et là, ce qui est intéressant, j'en ai pas beaucoup parlé dans la présentation que j'avais faite, mais euh, à la base, le camp n'est pas prévu pour les accueillir, donc c'est assez compliqué au début pour eux l'installation, les conditions de vie sont difficiles. Et puis, bah, en permanence, il y a cette menace de qu'est-ce qu'on va faire de nous? Est-ce qu'on va nous envoyer en Pologne? Est-ce qu'on va se retrouver à Gurs? Enfin voilà. Et par chance, quelque part, arrive quasiment, enfin au cours du mois de janvier, donc au moment où il commence vraiment à se poser des questions, un envoyé du Joint qui s'appelle Samuel Traun, qui est missionné pour un projet spécifique qui s'appelle le DORSA, pour l'installation en République dominicaine. Et ce monsieur Traun a du coup, en gros, enfin, passe au Luxembourg, est mis au courant de la situation des personnes dans le camp de Mousserolles, et il a la possibilité du coup d'accorder 50 visas cubains oui, pour 300, mais voilà, Ouais. 50 visas cubains à des personnes jeunes, en bonne santé et capables de développer l'agriculture en République dominicaine. Donc là, je suppose, mais c'est peut-être pas le cas, que vous êtes familier avec le rôle de Trujillo et de l'accueil des réfugiés, non? En République Non. dominicaine? Bon, pour la faire courte, là aussi, puisque sinon ça va faire des parenthèses dans la Ouais. parenthèse. Donc en gros, Trujillo, même si c'était un dictateur qui, voilà, je ne reviens pas sur l'aspect horrible du personnage, euh, spécifiquement enfin, pour des raisons fondamentalement racistes en fait, hein, qui étaient qu'il voulait, alors je vais le dire très brutalement, mais blanchir la population de République dominicaine, a accepté d'accueillir des Juifs d'Europe pour permettre leur installation en République dominicaine avec l'espoir que du coup ils apportent des développements technologiques, une industrie, enfin une modernisation de l'agriculture et aussi du coup, comment dire, des un patrimoine génétique. J'essaie de trouver des Ouais, mots. ouais, ouais, mais Ouais, voilà. c'est aussi cynique que cela, ouais. Mm. Oui, et donc voilà, il y a 50 personnes qui, notamment sous la houlette donc ils vont choisir une sorte de représentant pour les guider, donc qui est Marcel Joseph. Ces personnes vont réussir à quitter le camp les premiers quelque part, puisque eux, on est sûr que c'est bon, ils ont les bons visas, ils peuvent partir, mais il faut aller les récupérer à Marseille. Donc ils prennent un train spécifique pour aller D'accord. en passant par Toulouse jusqu'à Marseille, récupérer les visas, repartir dans l'autre sens pour aller à Lisbonne. Donc il y a déjà ce premier périple. Il y en a d'autres qui, pour d'autres raisons, vont réussir aussi à sortir du camp. Et puis au bout d'un moment, bah, en fait, le responsable du camp euh, va en gros dire, écoutez, je ne sais pas quoi faire de vous. Je n'ai plus... Enfin, alors là, les récits divergent entre c'est une politique qui vient en haut lieu de trouver le moyen de se débarrasser des Juifs en les laissant partir vers la zone libre, ou c'est un choix de la part du commandant du camp qui voit que si les personnes restent là, elles vont finir par être déportées vers l'Est, et du coup, il décide de leur permettre de fuir pour leur laisser une chance de survivre. Là, voilà, on n'est pas exactement sûr D'accord. de quel est le positionnement, mais dans tous les cas, les familles quittent les unes après les autres le camp et donc pour certaines réussissent finalement par des chemins détournés, y compris en passant par l'Afrique du Nord, à gagner des territoires où ils sont en sécurité, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Amérique du Nord. D'autres vont survivre en se cachant donc en France et pour certains jusqu'en Italie pendant le reste de la guerre, et puis d'autres vont être voilà, attrapés ou raflés et déportés et vont périr dans les camps à l'Est. Donc ça, ce sont ceux, enfin, c'est représentatif d'une partie des Luxembourgeois qui ont pu partir. Ceux-là, en plus, étaient en groupe. Ensuite, j'imagine qu'il y a des groupes autonomes qui ont tenté l'aventure et qui ont connu des...
mille et une aventures, y compris vers la liberté ou vers la déportation. Et pour ceux qui sont restés au Luxembourg, est-ce que il y a des vagues de déportation? C'est-à-dire, est-ce que on est passé d'un Luxembourg sans juifs à l'idée enfin, la solution finale, quoi? Tout à fait, oui, oui. Bah, là, c'est le premier convoi de déportation. Il y en aura 7 qui vont partir du Luxembourg. Le premier convoi de déportation quitte le Luxembourg le 16 octobre 41. Donc, on est vraiment très tôt, en Très fait. tôt, oui. Oui, oui, Ah oui, c'est dans les premiers. il va à Theresienstadt ou ils vont... Il va à Linsmannstadt, Moi, je ne sais même pas ce que c'est, ça. dans le ghetto de Lodz. Ah, ok, ok. Donc 1941. Waouh. Oui, le 16 octobre 41. En gros, le dernier convoi vers l'ouest, donc le convoi d'expulsion, c'est le 15 octobre. Le 16 octobre, premier convoi de déportation. Donc Ah c'est ouais, très tôt en fait. ouais, Donc ouais. ça vous montre, on va dire, la motivation du Gauleiter. Ah ouais. Parce que Et c'est avant la solution finale. oui, Donc on est dans des déportations vers la Pologne, mais vers une Pologne qui est encore ghettoisée. oui, Parce que les premières, les premières chambres à gaz, c'est plutôt 42, enfin, quelques mois après, quoi. oui. Donc, ah ouais, ouais, c'est... Non, si vous voulez, dans la logique de l'époque, enfin, il faut vraiment pas être dans une vision téléologique où on voit la fin. Nous, Non, on non, c'est connaît sûr. déjà Ouais. l'histoire, mais Mm. euh, là, on est juste dans une optique de je ne veux plus de juifs chez moi. C'est ça. Donc, que ce soit en les envoyant à l'ouest ou ensuite en les envoyant à l'est, Mm. l'important, c'est simplement d'avoir un territoire judenfrei. Ouais, ouais, ouais. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Enfin, enfin, ce que je veux dire, c'est que la Pologne commence à être un mouroir avant d'être un abattoir, Oui, pour aller vite. oui, Donc là, oui, il les envoie mourir en Pologne, quoi. oui, tout à fait. Ouais. Et Waouh. en parallèle, sur le territoire du Luxembourg lui-même, eh ben, on a du coup un système similaire à ce qu'on voit en Allemagne, c'est-à-dire avec des concentrations de population à qui on prend progressivement leur logement. Et du coup, bah, au fur et à mesure, les gens sont regroupés dans ce qui s'appelle des Judenhäuser en Allemagne, mais nous, au Luxembourg, c'est des Altenhäuser, parce qu'on a l'idée que c'est principalement destiné à des personnes âgées. Ce qui, dans les faits, n'est pas uniquement le cas, hein, mais il y a un peu l'idée que les jeunes, eux, ont été expulsés vers l'ouest, et du coup, il ne reste que les personnes âgées et malades. C'est pas vrai, hein, il y a aussi des enfants, il y a aussi, etc. Mais du coup, le vocabulaire nazi D'accord. euh, colle à cette idée-là. Et donc, parmi ces Älterhäuser, il y a la principale d'entre elles qui est celle de Cinq-Fontaines, qui donc ouvre en 42, qui est un ancien couvent dans le nord du Luxembourg, qui est donc à la fois à l'écart, donc comme un principe de ghetto, mais en même temps parfaitement connecté aux lignes de train et qui du coup permet des déportations faciles. Donc Ouais. c'est vraiment la même fonction que les ghettos qu'on a dans l'Est. Mhm. Alors, bon, Cinq-Fontaines, j'ai eu l'opportunité, je dis pas la chance parce qu'il n'y a rien de chance dans cette histoire. J'ai eu l'opportunité de le voir. Euh, on a une population autour qui vivait de commerce d'ailleurs, qui pouvait et finalement la population luxembourgeoise, elle oscille entre indifférence et collaboration ou la population non juive. Est-ce qu'il y a des justes au Luxembourg? Alors, il y en a un, Oh, bah, s'il mais vous plaît. enfin là aussi, c'est une histoire qui est compliquée et enfin voilà, il y a beaucoup de questionnements actuellement sur cette personne. Mais Mais il y en a si un. Bon, par rapport d'accord. à ce que j'évoquais tout à l'heure le narratif national de on était en résistance passive jusqu'en 42 et à partir de 42 on entre en résistance active. Alors bon, on en pense ce qu'on veut, mais quoi qu'il en soit, enfin l'été 42, il y a déjà presque plus de juifs au Luxembourg.
D'accord. Ce qui veut dire que tout ce qui s'est passé précédemment, alors bien sûr, il y a eu des personnes qui ont aidé, il y a eu des passeurs, il y a eu, etc. Ça, c'est vrai. Et dans les témoignages, on a bien des gens qui nous indiquent que voilà, les voisins ont essayé d'aider ou ont gardé des objets et pour certains d'entre eux, les ont rendus à la fin. Pour certains d'entre eux, j'insiste. Mais voilà, ça donne une idée aussi de, comment Oui, dire, bah, et une puis ça, attitude c'est. Oui. Après, c'est une période de guerre, chacun fait ce qu'il peut en période Tout à difficile. fait. Et c'est facile de juger Oui, 80 ans après. c'est ça. Mais voilà, sachant que là aussi, on est sur un territoire qui n'est pas simplement occupé, qui est annexé. Ouais. Donc avec une présence allemande extrêmement importante. Mhm. Cette, par rapport aux déportations, il n'y a pas eu de contestation. Je dirais, il n'y a pas beaucoup de pays, hein, pas beaucoup de pays où il y a des contestations. C'est-à-dire qu'à Toulouse, on est très fiers de Monseigneur Saliège, mais c'est vraiment le- celui qui sauve un peu, qui sauve l'honneur de l'Église. Ensuite, il va être suivi. Mais au Luxembourg, est-ce qu'on a comme ça une grande figure qui va s'élever contre le sort le sort réservé à des familles? Tout simplement. Parce que Saliège, là, il s'élève parce que ce sont des familles qui vont être déportées. Ce sont des familles juives, mais d'ailleurs, quand le camp de Noé va être ensuite occupé par des collabos, il va faire une autre lettre, beaucoup moins connue, pour s'insurger contre le sort réservé à ces collabos qui étaient plus ou moins maltraités dans le camp. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est l'humanité. Et philosémite, on n'en sait rien, mais en tout cas, une charité chrétienne, humaniste, ça oui. Est-ce que au Luxembourg, on a des humanistes qui se sont élevés? Alors, il y a des personnes qui ont aidé, mais c'est pas du tout la même ampleur. C'est pas, euh, il y a pas de figure du type de Monseigneur Saliège ou non, Ou du une tout. grande figure politique, un Romain Roland? Non. On a- Non, mais non. D'accord. Mais bon, après, c'est. Ou peut-être ça sera découvert bientôt. Ah, il faut D'ailleurs. aussi, alors c'est possible aussi, et on peut tous le souhaiter. Après, il y a l'aspect que, enfin, comme je le disais, il y a une grande partie de la population juive qui a déjà quitté le pays, en fait, Ouais. au moment de l'occupation. Et les autres sont évacués assez rapidement ou sont déportés depuis Cinq-Fontaines. Alors, il y a aussi, et j'insiste là-dessus, des déportations depuis Luxembourgville, depuis la gare centrale, et y compris donc la première que j'évoquais, celle du 16 octobre 41, euh, elle est publique. Enfin, on a enfin, j'en ai retrouvé des témoignages de personnes qui ont assisté à la Mhm. montée dans le train des familles et qui, bah, du coup, là, c'était notamment une personne enfin, pour laquelle bah, ses voisins juifs, bah, notamment la grand-mère, c'était sa grand-mère. Enfin, elle avait Ah oui. été élevée avec eux. Alors, elle-même n'était pas juive, mais et du coup, elle est allée avec ses parents dire au revoir. Euh, ils étaient, C'était, c'était oui. des trains de troisième classe, c'était pas des wagons à bestiaux. Il faudrait que je revérifie Il me le semble que témoignage, il me les semble pas. premières déportations, c'était des Oui, trains de troisième classe. oui. Donc ce qui atténue aussi la violence de l'acte. Oui, et puis, enfin, là encore, il faut se souvenir qu'on est en 41. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée Oui, de... en gros, on se dit on est juste en train de délocaliser les familles c'est qui, ça. encore une fois, pour une partie d'entre elles, sont polonaises. Donc, il y a peut-être pour une partie, et c'est une hypothèse, hein, mais peut-être dans une partie de la population, l'idée que, bah, après tout, c'est pas des Luxembourgeois, c'est des Polonais, on les renvoie en Pologne. Ça a du sens. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, et on les envoie pas à la mort, on les envoie là d'où ils viennent. Euh, politique politique migratoire depuis la nuit des temps, quoi. Mais on sait que l'histoire est autre. Theresienstadt joue un rôle important vis-à-vis des Juifs du Luxembourg.
Oui, Donc le c'est camp de aussi. Térésine. Tu peux nous rappeler justement la singularité de Theresienstadt? Parce que dans l'ensemble des lieux d'internement européens, il est vraiment exceptionnel. Oui, bah après c'est un peu c'est le camp modèle slash camp mensonge, c'est-à-dire que Oui, c'est le camp qui servait aux nazis à donner notamment pour quand il y a eu les visites de la Croix-Rouge l'image que ah bah oui regardez il y a un orchestre, les gens sont bien traités, il les y a des enfants font du organismes pour dessin, regardez les beaux absolument. dessins d'enfants. Oui. C'est vrai, tout ça c'est Oui, vrai aussi. Ouais. oui, et du coup, c'est vrai que bah, pour avoir interviewé une des survivantes, donc passée justement par Cinq-Fontaines, puis par Theresienstadt, euh, elle, au début, quand elle me racontait ses souvenirs de Theresienstadt, c'était, ah bah oui, donc on était avec la personne qui s'occupait de nous pour les enfants, elle nous promenait et on avait telle et telle activité, et c'est pas un type de récit qu'on s'attend à entendre quand on va interviewer un survivant de la Shoah qui a été Ouais. déporté. Hmm. Ah ouais. En plus, enfin, pas en plus, mais dans notre imaginaire à nous, en plus, Theresienstadt est à l'ombre de Prague. Donc, c'est un beau lieu aussi. C'est pas isolé dans la campagne comme, À Auschwitz. ouais, comme Auschwitz ou les autres camps. Euh, Pourquoi, alors, qui est-ce qui était parti à Theresienstadt? Enfin, il y en a beaucoup de Luxembourgeois qui sont. Oui, il y a plusieurs des convois qui avaient pour destination Theresienstadt, oui. Ouais, et on sait pourquoi. Alors là, C'est j'avoue la que proximité. Il y a une proximité. C'était une première étape souvent, parce qu'après Theresienstadt, ça pouvait aller dans tous les camps de l'Est, de Pologne. Enfin, ils sont tous en Pologne. alors là, du coup, j'avoue que c'est là non plus, c'est pas mon champ de spécialité, Ouais. mais par hypothèse, je sais que souvent les convois qui partent du Luxembourg sont des convois qui ensuite, enfin, les wagons sont raccrochés à des trains plus vastes qui, eux, en Allemagne, donc ont une telle ou telle destination. Mhm. Donc là, il y a peut-être, par rapport aux destinations du convoi global décidé en Allemagne, des raisons pour lesquelles c'est tel ou tel lieu qui est choisi. Mais ça, moi, je ne le sais pas. Ouais, et puis il y a aussi peut-être le premier convoi, c'est donc le 16 octobre 41. Le dernier convoi, il est dès 42, quoi, il n'y a plus personne. C'est 43. 43. Ok. Parce que 41, ça semble logique aussi. Bon, Mais en 43, pour le coup, enfin l'arianisation du territoire est achevée, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que c'est pas seulement qu'il y a plus de juifs, c'est que tous les biens ont été, enfin, soit ont trouvé des nouveaux propriétaires, ont été vendus, soit ont été liquidés et le produit des ventes va pouvoir être versé au profit justement de la germanisation, comme je le disais tout à l'heure. C'est avant la fin de l'année 43. Donc donc, c'est efficace. ouais, ouais, terriblement efficace. Alors justement, fin de la guerre, on est en quoi? C'est juin 44 ou... Alors, là aussi, c'est compliqué au Luxembourg, c'est-à-dire en fait, il y a deux libérations du territoire. D'accord. Parce que donc il y a une première libération en donc septembre 44, si ma mémoire est bonne, septembre-octobre, mais je crois que c'est septembre. Où du coup, les trous. Ah, si, si, c'est septembre. Parce que du coup, en fait, moi, c'est par rapport aux collaborateurs. Souvent, quand on voit sur les fiches des individus, parce que donc moi, ce que j'ai étudié, c'est aussi les mécanismes de la dépossession et essayer d'identifier, bah, du coup, est-ce que cette personne-là, quel était son positionnement personnel, qui est une personne qui aurait bénéficié de la spoliation. Et quand on voit sur la fiche acquitter le territoire en septembre 44. On sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en gros, elle est passée de l'autre côté de la Moselle parce que c'était un peu plus sûr que de rester au Luxembourg, quoi. D'accord. Bref, il y a cette première libération, et puis ben, ensuite, tout le nord du pays, mais c'est-à-dire la moitié, parce que les proportions sont celles-là, hein, vu l'ampleur du territoire, est à nouveau envahi dans le cadre de la contre-offensive des Ardennes, donc la contre-offensive von Rundstedt. Enfin, Bastogne, qui est vraiment la ville un peu Ah oui, totémique pour ça, et juste à côté de la frontière hein, pour nous. Donc tout le nord du territoire, mais jusqu'au centre, sont à nouveau occupés jusqu'en février. d'accord. Et donc, une fois que le territoire
Est-ce que des armées alliées sont venues libérer le Ah Luxembourg? bah oui, 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 oui. Bah, typiquement, enfin, Patton reste une espèce de figure mythique absolue au Ah Luxembourg, ouais, hein. ah Oui. carrément, vous avez eu Patton, vous. Bah, nous Ah aussi, oui. mais bon, c'est bien. D'accord. Et les Russes, les Soviétiques, non, c'était... Non. Ils allaient vers Berlin. Ils ont... Bah, après, il y a sans doute, mais alors là aussi, on atteint les limites de mes connaissances. Il y a certainement eu des mouvements, enfin, type résistance communiste, qui ont Oui, participé. résistance, oui. Mais l'armée rouge, non, mais Pas à c'est ma comme nous. connaissance. Nous non Non. plus. On n'a pas eu l'armée rouge. Bah, Euh, après, enfin, on n'est pas loin, hein. On est juste au-dessus de Metz, donc on n'est pas non plus complètement à ouais, l'est, hein. ouais, ouais. Ni non plus complètement à l'est, ni non plus complètement à l'ouest. Donc mais c'est vrai que c'était pas les objectifs de l'armée rouge. Donc, libération du Luxembourg. On a plus de... Quelques juifs sortent des caves. L'image est Ouais, horrible. alors, On va dire autrement. Quelques juifs ont survécu. alors c'est deux questions très différentes. Ah, C'est-à-dire c'est que, d'accord. Alors, on va dire, donc première question, est-ce que des juifs ont réussi à se maintenir au Luxembourg et à sortir de leur cachette à la libération? alors pendant très longtemps, on a cru qu'en gros, il y en avait trois et point final. Ouais, Il semblerait qu'il y en ait eu plus, notamment du fait des personnes qui étaient restées par le biais de mariages mixtes. d'accord. Parce que ceux qui étaient donc dans des mariages mixtes, eux, ont pu rester. Donc, mais après, enfin, je suppose, en tout cas en l'état de nos connaissances, ça se compte sur les doigts des deux mains, hein. Donc, Mhm. on n'est pas non plus sur une population massive. Bon. Euh, Donc, il y a quand même du retour. alors, ensuite, du coup, il y en a qui ont survécu, que ce soit en se cachant en Belgique ou en France, ou en ayant fui principalement outre-Atlantique, hein, que ce soit Amérique du Nord ou du Sud. Euh, et du coup, il y a des tentatives de retour. Et là, on arrive sur une situation qui est assez complexe, c'est-à-dire que même si en 44, en juin 44, les autorités, notamment le ministre des Affaires étrangères, avaient bien clairement stipulé que toute personne qui avait, avant la guerre, sa résidence au Luxembourg pourrait revenir. Dans les faits, euh, on a des proportions de retour qui sont très faibles. Et pour vous donner une idée en termes de chiffres précis, euh, dans le recensement de 1947, donc qui est le premier recensement national à l'issue de la guerre, les personnes alors, qui sont recensées comme israélites, alors j'ai bien conscience que c'est pas la même chose que celles qui sont considérées comme juives au titre des lois raciales nazies, mais ça donne quand même une idée des proportions. On a moins de 500 personnes. D'accord. Mhm. Et aujourd'hui, donc on était à une population de 5000. Aujourd'hui, enfin, en 2020, on estime, parce qu'on est maintenant, je- enfin, on estime à combien la population juive? Alors ça, je C'est saurais pas hyper répondre. compliqué, je sais, parce qu'on ne fait plus Non. comment fait plus de questionnaires, quoi. Il n'y a plus de Bah, commissariat non, on ne compte général pas aux questions l'appartenance juives. religieuse. Ouais, c'est ça. Donc, on peut pas savoir. Alors, on va terminer par en tout cas notre dialogue avant de laisser la parole par la question épineuse, la question la plus difficile, enfin, c'est pas la plus difficile, mais une des questions difficiles. Parmi les 500 qui sont revenus, ont-ils ont-ils attendu les années 2000 pour pouvoir récupérer une partie de leurs biens? Comment se déroule la réintégration de ces populations juives? Alors c'est assez compliqué parce que il y a deux lois fondamentales au Luxembourg pour tout ce qui est dommages de guerre. Il y a la loi du 25 février 1950 et la loi du 25 février 1968. Et donc dans la première, les seules personnes qui peuvent enfin, obtenir une indemnisation au titre des dommages de guerre, c'est les personnes de nationalité luxembourgeoise. Et la question des persécutions, enfin la persécution raciale n'est pas un critère.
Clairement, c'est uniquement les nationaux luxembourgeois qui peuvent faire la preuve que, etc. Mhm. Et typiquement, il y a énormément d'exclusions, quand bien même vous auriez la nationalité luxembourgeoise, notamment par exemple pour tous les biens de luxe, œuvres d'art ou autres, il n'y a aucune compensation pour ça. D'accord. Enfin, là aussi, c'est parce que c'est un sujet que j'ai particulièrement travaillé. Ça reste assez compliqué. Et encore une fois, hein, les trois quarts de la minorité juive avant la guerre n'avaient pas la nationalité. Vous imaginez, enfin, vous voyez en termes de proportion toutes ces personnes qui n'ont droit à rien. Ensuite, il y a la loi du 25 février 68. Donc là, c'est suite à la démarche commune entamée par un certain nombre de pays victimes de l'occupation qui demandent des dommages à l'Allemagne. En fait, je passe sur les conditions de négociation, mais pour simplifier, chaque pays doit définir qui sont les catégories de victimes du nazisme. Et là, le Luxembourg choisit d'indemniser deux catégories très spécifiques qui sont les résistants et les enrôlés de force. Donc D'accord. pas les juifs. Mhm. C'est-à-dire que les juifs ne sont toujours pas, encore aujourd'hui, considérés comme victimes du nazisme au Luxembourg au sens légal du terme. Et la seule reconnaissance, on va dire, de la responsabilité du Luxembourg dans la persécution est intervenue suite au travail de Vincent Artuseau, donc une commission d'enquête demandée par le gouvernement qui a permis d'aboutir en 2015, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus si c'est 2015-2016, mais je crois que c'est 2015, au fait que le gouvernement et la Chambre s'excuse auprès de la communauté juive du rôle des autorités dans la persécution et des souffrances subies pendant la guerre. Donc voilà. C'est ça. La réparation, elle est là. Avec une belle statue de Shlomo Selinger dans le Luxembourg-Ville. Et le Et mur la de... création d'une fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la Shoah. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, quand même. Ouais. Oui. Donc, aujourd'hui, ça reste une mémoire douloureuse. Enfin, douloureuse, je veux dire, qui n'est pas apaisée. Bah, il y a eu un accord le 27 janvier 2021, grâce notamment à l'intervention de la Claims Conference, Ouais. sur les questions justement liées aux spoliations et aux points non réglés autour de ça, qui a permis là aussi d'avancer, parce que typiquement le site de Cinq-Fontaines qu'on évoquait tout à l'heure était un site mémoriel, mais juste à titre privé. Il y avait une association qui avait installé un monument, etc. Mais sinon, il n'y avait pas eu de démarche supplémentaire. Et donc là, maintenant, le gouvernement du Luxembourg a racheté le site, investi de façon importante pour permettre que notamment le Zentrum für politische Bildung développe cette mémoire et mette en valeur le site. Il y a eu un fonds spécifique pour l'indemnisation des survivants de la Shoah, donc en 2021. Mhm. Euh, il y a eu aussi un financement qui a été provisionné pour effectuer des recherches sur les spoliations et pour favoriser l'accessibilité des archives liées à la persécution. Lentement. Ça se met en place lentement. Il faut... Mieux vaut tard que jamais. Ouais, exactement. Exactement. On peut, en tout cas, merci beaucoup pour cet exercice très difficile de donner le panorama d'une histoire complexe et relativement longue en aussi peu de temps et de manière aussi synthétique. Bravo. Si on a des interventions, des questions dans l'assistance, ce sera avec grand plaisir. Il faudra juste débloquer le micro, mais prenez la parole quand vous voulez, si vous voulez. On va quand même on va désactiver tous les micros. Ce sera... Hop là. Ouais, voilà. Après, il y avait beaucoup de chiffres, beaucoup de dates, donc Non, c'était j'ai peut-être un peu... l'impression que c'était J'ai fait assez... peur à tout le monde, je suis Non, désolée. c'était assez complet, quoi. C'est surtout ça. Mm. Ouais.
Nadia, elle apparaît en grand parce qu'elle a fait. Bon, bah écoutez, merci infiniment, Blandine. Blandine, est-ce que il y a un ouvrage qui est paru, qui est à paraître, qui nous permet de retrouver nombre d'informations, soit par un ouvrage à toi, soit de quelqu'un d'autre, sur l'histoire des Juifs du Luxembourg durant cette période? Alors, si vous voulez, il y a plusieurs formats. On va dire, malheureusement, en termes de publication académique, pour vous donner une idée, ma thèse a été le premier travail scientifique sur la Shoah au Luxembourg et elle devrait être publiée à la fin de l'année. Bon. Donc voilà, c'est. Mais sinon, il y a quand même un ouvrage que j'ai co-dirigé, le numéro spécial de la revue d'histoire de la Shoah sur le Luxembourg et la Shoah. Donc voilà, vous pouvez pas vous tromper, le titre est assez explicite. Ouais. Euh, et puis, bah, sinon, il y a un petit opuscule de Mille Lorang, qui est l'ancien président de l'association Memo Shoah, qui s'intitule L'ombre de la Shoah au Luxembourg. Donc, il peut être une introduction, on va dire, plus grand public sur ces problématiques. Et puis, sinon, si vous êtes un peu curieux d'en savoir plus sur les familles du Luxembourg et notamment leur lien aussi avec la France, il y a un projet dont je suis une des responsables qui s'appelle le Mémorial digital de la Shoah au Luxembourg, qui est mené par la Fondation luxembourgeoise pour la mémoire de la Shoah et le Center for Contemporary and Digital History, donc le centre de recherche pour lequel je travaille, et dont le but est de retracer les parcours des personnes. Il y a d'ailleurs un livre qui a été tiré de ce projet. Et l'idée étant de montrer ce qu'était cette minorité au-delà du simple statut de victime. Parce que justement, bon, aussi parce que pendant longtemps, c'est quelque chose qui n'était pas très présent, on va dire, dans la mémoire au Luxembourg. On comprend qu'il y a une importance à mettre en valeur la place des victimes dans l'historiographie luxembourgeoise, mais nous, on tient à insister sur le fait que bah, ces personnes, ce ne sont pas que des victimes de la Shoah. C'était des enfants qui allaient à l'école, c'était des parents qui avaient un rôle dans la vie économique du pays, y compris, donc j'évoquais les Gaucho tout à l'heure, qui ont été une des figures vraiment leaders dans le développement de l'industrie au Luxembourg, des petits commerçants, des agriculteurs aussi, ce qu'on dit moins, mais voilà, il y avait aussi des juifs agriculteurs. Donc vraiment des personnes, et puis des musiciens, des comédiens, des écrivains. Donc voilà, des gens qui étaient présents dans la vie culturelle, économique du pays. Et c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on ne voit quasiment plus. Et c'est aussi pour ça que ce travail est important, parce que, voilà, au-delà de la mémoire des victimes qui est fondamentale, redonner leur place à ces personnes, c'est aussi un des combats qu'on mène. Bon, Juste, ben, je me permets d'intervenir là, juste petite question. Enfin, moi, mes grands-parents, ils étaient au Luxembourg aussi, et que c'est intéressant. Mais moi, alors, sauf si je dis une bêtise, j'ai un livre. Alors là, je suis pas à Paris, mais sur les convois là des Luxembourgeois les trains où ils ont été refoulés vers le Portugal, et avec, il y a eu une exposition photo. Et je sais que maman, elle avait récupéré pas mal de choses à cette occasion. Je sais pas si vous avez connaissance de ça. Oui, alors ça doit être l'exposition de 2022, Luxembourg-Portugal, Terre Ouais, d'Espoir, c'est qui avait possible, eu lieu à l'abbaye 2020, de ouais. Westminster. Oui. Est-ce que je peux vous demander votre nom de famille? Kaufmann, mais ma mère, mes grands-parents, c'était les Fait au Luxembourg, Ah bah F-E-I-T. oui, je vois très très bien. Parce que donc, désolé, petit aparté. non, mais Ah allez-y, ouais, hein. Je non, suis mais heureux de comme on n'est voir, pas nombreux, en et plus, heureux de ouais. voir Myriam qui était Il y a là. ma sœur qui est connectée aussi, j'ai vu. Ah oui. D'accord. Bah, parce que donc moi, là, je travaille très spécifiquement sur le convoi du 7 novembre 40, où je retrace les parcours de chacune des familles, chacune des personnes qui étaient dans ce convoi. Donc si vous avez des documents, si vous souhaitez les partager, Maurice, je ferai Oui, appel à toi mais pour nous mettre Myriam, en elle peut passer contact. par moi. Ouais, Et on va. Et puis, par mes cousins, enfin, on va voir ouais. si on a des choses, mais effectivement. Non, je serais très très Je très vois intéressée. qu'il est là. Je sais pas si vous le voyez.
Oui, Ah oui, c'est ça. oui, Ah non, oui, tout à fait. Dorit. Bah, ça, donc c'est l'exposition qui avait été organisée. Donc ça, c'est le catalogue de Neumünster de l'exposition de 2022. Oui. Bon. Bon, on va regarder si on a des choses. Oui, oui, parce que c'est une histoire encore à faire, à explorer, à faire connaître, et puis c'est utile à la fois pour les Juifs du Luxembourg, pour ceux qui ont été contraints de quitter le Luxembourg, et pour l'histoire des Juifs d'Europe, c'est hyper important. Et c'est vrai que je suis très heureux que Myriam et Dorit aient pu être là, parce que le travail de Blandine est exceptionnel, et je suis très heureux que vous ayez pu comme ça avoir un premier contact. Donc Ah, Absolument. merci beaucoup. on Mais continuera. bah, j'insiste, bah, du coup, Myriam et Dorit en sont sans doute l'exemple, mais l'histoire des Juifs du Luxembourg, en fait, c'est une histoire européenne et elle est extrêmement liée à l'histoire de la France, puisque donc on l'évoquait avec Maurice avant le début de la présentation. Une grande partie des personnes, en fait, après la guerre, ne peuvent pas rentrer au Luxembourg et restent en France notamment. Ah, Et nous, ils sont retournés au Luxembourg, hein, en l'occurrence, et ils ont fini leur jour au Luxembourg. Mais le grand-père, il venait de Pologne et il était arrivé jeune, enfin, avant la guerre, enfin, au moment de la guerre au Luxembourg. Ouais. Mais après, ils sont retournés au Luxembourg. Effectivement, bah, ils ont c'est vécu. d'autant plus intéressant parce que c'est pas si fréquent. Donc, oui. Bon, ben, je suis très très heureux parce que cette émission laisse cet enregistrement est le début de d'autres choses. Voilà, Ça, ça- d'enrichir et tout. ah oui, oui, ça c'est parfait. Donc je ferai l'intermédiaire avec grand plaisir Merci beaucoup. sur l'adresse d'Hebraïka, celle du mémorial, qu'importe. Mais Ça marche. ce sera très facile. Merci infiniment, Blandine. Merci à On tous. attend avec impatience la parution de l'ouvrage. Et puis, je sais qu'il y a d'autres activités prévues sur Paris. J'en ferai, j'en ferai mention, je le diffuserai, parce que c'est facile de venir ensuite pour voir un peu ce qui se fait. Merci à vous. On continue les jeudis d'Hebraïka. Ben, vous verrez le programme sur le site, hein, sur le site d'Hebraïka. Et puis, nous, on est là tous les jeudis, que ce soit Izzy Morgenstern ou moi-même. Merci encore. Belle soirée à tout le monde. Et puis, que la paix s'installe, que les peuples se libèrent de leurs dictateurs, de tout, que ça aille mieux, quoi. Voilà, c'est ce qu'on Merci beaucoup. souhaite. Allez, au revoir, Bonne bonne soirée. Merci. soirée. Merci beaucoup. Merci à Au revoir, tous. merci. Au revoir. Salut à Au tous. revoir.